mon intervention de ce matin est sur la question, c'est les métiers d'avenir. Alors, vaste programme. Nous allons, je vais essayer de vous faire voyager d'il y a 300 000 ans avec l'Homo sapiens qui commence à s'exprimer, on va dire, et puis de dire, mais ça va vers où maintenant? Voilà, c'est un peu ça. Par contre, je ne ferai pas le détail des 300 000 dernières années. Donc, métier d'avenir ou en devenir, on a un terme qui nous semble plus intéressant, et je voulais d'abord cadrer des termes, puisque métier, emploi et travail, c'est pas la même chose. C'est souvent utilisé l'un à la place de l'autre. Alors que quand on va être sur le métier, on va être sur une forme qui est socialement reconnue, techniquement formalisée, habituellement pratiquée, etc., d'une activité professionnelle. Quand on va parler d'emploi, on va être sur une forme contractualisée. On va contractualiser une capacité de travail. Ce qui ne veut pas dire qu'on est forcément un métier. On a des endroits, et la connaît très bien, comme par exemple des chargés de mission à l'État ou la région. Est-ce que c'est vraiment un métier? On ne sait pas vraiment, puisque socialement reconnu, techniquement, on ne sait pas trop le contenu. En revanche, il y a beaucoup d'emplois qui y sont associés. Et puis le travail, qui effectivement présuppose une activité qui est attendue dans le cadre du travail prescrit par un employeur. Et travail réel, c'est l'activité réellement pratiquée. Ce qui n'a pas le même sens, c'est-à-dire on voit bien par rapport aux deux autres. Alors, ça c'était une petite précision de définition parce que ça va avoir une influence sur des éléments de la suite. Alors, métier d'avenir, nous on préfère parler de métier en devenir que métier d'avenir, parce que métier d'avenir, moi je ne sais pas. On ne sait pas ce qui va être cette activité socialement reconnue plus tard, etc. On ne sait pas pour l'instant en fait, parce que ça bouge. Et l'idée des prospectives et du travail que nous faisons n'est pas d'essayer de dire voilà ce qui va arriver, mais dire voilà où on va. Si on veut que ça arrive, eh ben, laissez comme ça. Si on ne veut pas que ça arrive, peut-être qu'il y a des décisions à prendre maintenant. Ça renvoie donc après à des choix politiques, parce que notre travail, c'est de dire ben voilà, messieurs les politiques, voilà ce qui est en train de se passer, etc. Maintenant, il y a des choix à faire, à vous. Hein, c'est votre boulot. Alors, mon propos sera de vous dire pourquoi, finalement, dans ce qui est en train de se profiler, tout est possible pour l'employabilité, justement, des jeunes qui sont pris en charge par la PJJ, et plus que l'on croit, d'ailleurs. Alors, ce que nous étudions, ce sont les dynamiques d'évolution, comment c'est en train de se passer, et nous identifions différents paramètres que vous avez ici, donc des paramètres économiques, démographiques, technologiques, écologiques, politiques et sociologiques, très importants, mais en fait, on le voit déjà, c'est tout ça qui joue sur ce qui est en train de se passer. D'où la complexité aussi à le prévoir et à le dire. Alors, première chose, on voit une courbe qui est assez intéressante. Vous voyez, 300 000 ans, jusqu'aux années 1500, vous voyez, l'évolution n'a pas été énorme en termes de population. En 1500, on était 500 millions. Là, entre 2020, on est 7 milliards. 2030-2040, on prévoit les 11 milliards. C'est pas innocent de dire ça, parce que c'est d'abord la transition démographique qui est en cours, et on va en tenir compte, qui provoque ce qu'on appelle la transition énergétique. Pourquoi la transition énergétique? Parce qu'à 250 et 500 millions, ça va. À 11 milliards sur Terre, ça devient problématique. Donc ça bouscule aussi notre mode de fonctionnement. Et donc forcément, on va demander quoi aux humains qui sont présents? À l'emploi, le travail, c'est quoi? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui est en train de se passer en plus? C'est qu'en 2007 milliards, oui, mais le besoin d'énergie a été multiplié par 115 et la production sur Terre est multipliée par 240. Ça a forcément une incidence sur ce qui est en train de se passer maintenant et ce qui va se passer dans les prochaines années. En fait, il y a beaucoup de mouvements qui sont sous-jacents, qui ne se voient pas encore, sauf quand on est ancré sur le terrain, là c'est en train de bouger, comment on peut faire? Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que le travail en cours, par exemple sur l'intelligence artificielle, sur les biotechnologies, la bionie, ce qu'on appelle aussi, et la génétique, fait que l'humain, Homo sapiens, je me rappelle, les autres il les a tous tués, donc l'Homo sapiens que nous sommes a, pour une première fois, commencé à s'extraire des lois naturelles. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les lois naturelles étaient notre règle.
sauf que maintenant on peut s'en extraire, et même on essaye de recomposer le monde, même l'humain lui-même. Hein, on va lui mettre de l'avionics, on va lui mettre de la technologie à l'intérieur. On est en train de s'extraire des lois naturelles. C'est pas innocent sur les années qui viennent, c'est ce qu'on appelle l'automation. Donc on voit bien la difficulté, je vous ai mis quelques références, puisqu'on est en train d'être confronté finalement à une réalité qu'on a un peu oubliée, qui est la réalité objective de comment fonctionne notre environnement, qu'est-ce qu'il y a autour de nous, est-ce que l'air qu'on respire, on va pouvoir continuer à le respirer, qui pose quand même un problème, enfin, possiblement. Pour vous mettre quelques éléments sur les dernières années, reconstruction industrielle de masse, hein, après la guerre, 1950, etc. Et puis là, ça s'est emballé. Les chocs pétroliers nous ont un peu calmés, mais 80, l'industrialisation. Alors là, on a vu venir le développement, par exemple, des hypermarchés. Les hypermarchés, vendant en masse, ont demandé à des industriels de se développer en masse. Donc se sont développées des industries très lourdes, capables de produire beaucoup, etc. Parce que le système de distribution est venu donc la négociation entre industriels et distributeurs avec les prix et les coûts qui ont pris le pas, en quelque sorte. Ce que l'on voit maintenant. 90, début des années 90, quelque chose qui est en train de germer, finalement, un peu d'incidence quand même, hein. C'est Internet et la mondialisation. C'est que d'un seul coup, ça devient un village, on peut communiquer facilement un peu partout, et puis Internet a bousculé des modes de fonctionnement, et notamment des modèles économiques. J'y reviendrai. Et puis là, on est en train de partir vers l'automation. L'automation, c'est les robots qui sont beaucoup plus fiables, l'intelligence artificielle qui va pouvoir remplacer certains éléments de ce qu'on est en train de faire, et puis remplacer aussi des emplois. Alors, je ne vais pas développer toutes les parties et toutes les slides que vous avez dedans, vous pourrez fouiller, mais ce qui est très important de constater, c'est d'abord le développement, très important, et on le voit ici par exemple, les gens qui sont nés avant 1940, entre 1940 et 1950, on voit la part que représentaient ceux qui n'avaient aucune expérience du chômage. Ouais. Là, aucune expérience du chômage en rouge. Ceux qui sont nés entre 1960 et 1970, ça commence à se gâter, et entre 70 et 80, on voit aussi l'expérience chômage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monde, et ceux qui sont nés dans ces années-là, maintenant, vont connaître les périodes de chômage beaucoup plus importantes qu'avant. Ça veut dire quoi? Nous tombons dans un monde d'accélération de la transition entre des périodes de chômage, des périodes d'activité, etc. Et ça bouscule complètement le rapport au travail et le rapport à l'emploi. Et ça, on le vit aujourd'hui. Vous avez de plus en plus des personnes qui ont finalement des activités à côté. Le développement de l'auto-entrepreneur n'est pas innocent. Et donc on développe toute cette possibilité, mais aussi cette dispersion dans les activités et donc dans l'idée de travail ou d'emploi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est entré on rentre dans la vie active qui est un peu par l'instabilité. On a un regain du travail indépendant qui est en train de faire en France. Vous voyez, je vous ai mis la courbe là-haut. En France, on était très en avance dans le travail indépendant. Et puis finalement, moi, ça s'est estompé. On a eu un modèle du CDI, d'ailleurs modèle qui est ancré dans la protection sociale, hein, puisque aujourd'hui, même encore quand on parle de formation, la référence est CDI plein temps. Ouais, il va falloir aussi discuter de ça. Et là, on voit que dans les autres pays européens, les Royaume-Uni et Pays-Bas, les activités indépendantes sont en train d'exploser beaucoup. Et donc, il va y avoir une dispersion, en quelque sorte. D'ailleurs, dans le numérique, hein, on en parle beaucoup, transition numérique, c'est super, on fait des sites, etc. Le développement dans le numérique des emplois, c'est 65% en indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est les freelances, c'est je fais tout seul, je fais mon truc, etc., je fais, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années et qui a modifié, et donc je reviens à ce que disait Frédéric, sur pourquoi finalement ce qu'on appelle compétences comportementales, nous on les appelle un peu différemment, j'y reviendrai, le terme de compétence pose problème, mais en tout cas, c'est venu de la modification du travail. Pourquoi c'est devenu important? D'abord, l'automatisation des procédures. C'est-à-dire qu'on a tellement automatisé des procédures
que finalement, le travail a vu se développer les situations où il fallait plutôt résoudre des problèmes. Donc, ok, il y a des procédures, mais là, il y a une situation, on ne sait pas. Donc en fait, c'est développer cette demande d'être capable de résoudre des situations problèmes. Et donc, pour résoudre une situation problème, c'est-à-dire de faire un diagnostic. Ça veut dire, bon, alors, il se passe quoi? Diagnostic de situation, il se passe quoi? Comment je vais faire, etc. D'où, effectivement, après, le développement de ce type de demande. S'adapter aussi à l'irruption de nouveaux instruments, le développement de l'informatique, instruments nouveaux, dit, bon, maintenant, il faut s'adapter, il faut être capable de... Donc, effectivement, des jeunes qui bidouillent aujourd'hui sur le numérique, il est clair que ça risque de devenir, j'allais dire les rois du monde, mesurons les faits, mais en tout cas, ça va être très intéressant d'être capable de le faire, y compris par exemple aujourd'hui, on le sait, changer une vitre d'iPhone, on récupère sur Internet à 15 € une vitre neuve et on la revend 100 €, je voulais changer. C'est des bidouilles qu'on est capable. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le faire? Ben, il a regardé des tutoriels sur le net, tutoriels pour comment on change une vitre et je la revends. En fait, on est en train de modifier à la fois le travail, l'emploi, mais aussi la façon d'apprendre et l'importance de la formation qui explose en devenant courante. Et ça, c'est une caractéristique très jeune, en quelque sorte. J'y reviendrai sur la transition que ça provoque. Les tâches très importantes aussi, les tâches prescrites deviennent beaucoup plus incertaines. C'est-à-dire, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Donc, de plus en plus, on vient à dire, bon, faut que tu fasses, faut que tu résoudes le problème. Après, fais comme tu veux. D'où, en fait, l'importance, c'est que la tâche prescrite est de moins en moins présente, c'est-à-dire ce qu'on appelait les situations tayloriennes, où il fallait, tu appliques la procédure, tu fais ça, c'est résolu. Oh, super. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est plutôt, bon, il faut que ça soit réparé. Et d'où l'importance de dire, tu as, parce que nous on conteste, mais on y reviendra, tu as les compétences pour le faire, donc fais-le. Ça évite finalement à l'employeur de prescrire. Ouais. C'est ce qu'on appelle donc maintenant le développement de situations discrétionnaires. Ça veut dire quoi? Très rapidement, 50 à 70% des métiers qui auront disparu dans les 2050 à peu près, c'est une estimation, hein, plein d'experts se battent là-dessus, il n'y a pas vraiment d'études fiables, donc on dit entre 50 et 70% des métiers. On le sait parce qu'il y a certains métiers qui sont basés sur un certain type de travail dans des situations qui ne vont plus exister, donc on dit là, ça risque de disparaître. Voilà, le développement du travail, de la polyactivité, mais pas forcément de l'emploi. C'est-à-dire c'est pas un employeur qui va dire je vais employer quelqu'un, mais on va développer la polyactivité, on va voyager dans plusieurs activités, on va faire une activité professionnelle, mais à côté d'autres choses qui risquent de rapporter un jour, etc. Donc on voit bien que cette explosion des activités vont bénéficier finalement plus à des jeunes qu'à ceux qui ont vécu un boulot toute la vie, etc. Donc, bon espoir. La plupart du temps, c'est plusieurs métiers dans sa vie, et ça veut dire que de plus en plus, on va acquérir des qualifications seules. Je parlais de la vitre d'iPhone tout à l'heure. Et c'est très intéressant de voir comment on va pouvoir évoluer avec ça. Donc, plusieurs métiers, plusieurs activités, simultanément, avec la multiplication des activités, on aura un portefeuille d'activités. Ça se fait déjà aujourd'hui. Ça veut dire que la formation est une formation qui sera autant en auto-apprentissage avec différentes formes que dans des systèmes de formation. Donc il va falloir agencer un petit peu les deux, c'est ce qui est en cours. Alors, différents scénarios, je vais le laisser. Simplement, au-delà du concept un peu flou de compétences, hein, et qui est très volontariste, c'est avoir ou ne pas avoir des compétences, c'est le problème. Je vous rappelle simplement que l'idée de l'objectif compétence est née en 1998, hein, des journées internationales du CNPF à l'époque, qui est devenu MEDEF, et qui a dit il faut que tout le monde ait des compétences. Super, sauf que ça n'existe pas. On est entré dans une nouvelle ère, c'est l'ère de l'adéquation de compétences. Les entreprises auraient besoin de compétences et les individus auraient des compétences. Il suffirait, un algorithme pourrait le faire, il suffirait de relier les deux. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça, et que ça a déchargé l'entreprise de sa responsabilité, puisque, comme le disait Frédéric, ce n'est qu'en situation de travail, la mise en compétence ne peut être faite que par l'entreprise, puisqu'elle l'adapte à ses situations de travail que l'on ne connaît pas par ailleurs. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose de... Et le problème, c'est que ça n'aide pas ceux qui sont en difficulté.
Parce que quand on est en difficulté, eh bien, ce qu'on nous dit, c'est « vous n'êtes pas compétent ». Ah bon, a priori, bah oui. J'ai une situation de handicap, je suis considéré comme délinquant a priori, et à partir de là, bah, je ne suis pas compétent. Ben, c'est pas aussi simple que ça. En fait, pour nous, la compétence est un besoin d'entreprise, mais ce n'est pas un possédé d'une personne. Elle ne possède pas une compétence puisqu'elle va se révéler en situation de travail. C'est une performance située, ce que l'on appelle. Ce que la personne a, et ce qu'elle peut appeler, c'est une expérience. C'est souvent une expérience de vie. Et donc l'objet, et c'est tout l'objet d'ailleurs des professionnels qui doivent mettre en lien le besoin d'une entreprise et donc l'analyse des besoins de compétences qu'elle a face à ses marchés, et de l'autre côté, quoi dans l'expérience de vie de cette personne je vais pouvoir amener à l'entreprise pour qu'elle la mette en compétence. C'est-à-dire dans ces situations, elle lui dit bah, voilà telle performance que je souhaite. Moi. Alors, je vais terminer sur un gros schéma. C'est bien cette opposition, mais ce rapprochement qu'il doit y avoir entre l'expérience d'une personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, le diplôme devient un présupposé un peu palliatif, puisqu'il présuppose une qualification première. Le métier d'avenir, c'est quoi? C'est d'abord un métier source, qui est en fait une qualification première, une qualification de base technique. Il faut que j'en ai au moins une pour rentrer. Pourquoi? Parce que systématiquement, quand on confie un boulot à quelqu'un, eh bien, il y a une activité à réaliser. Donc on ne peut pas dire que je vais être simplement autonome, ça va suffire, ce que disait Frédéric. Effectivement, il faut aussi une qualification technique pour une activité qui est à réaliser. Mais de plus en plus, les métiers vont être très restreints avec un métier source. Mais en fait, on va voyager sur différents métiers qui vont être proches, sur des emplois qui vont être proches. Et c'est là où il y a plein de possibilités demain. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que l'humain va amener 3 processus de base: la coopération, l'adaptabilité et la conscience. C'est-à-dire ces 3 processus qui sont très étudiés dans les neurosciences actuellement, je vous encourage à y aller, mais aussi dans les sciences sociales. C'est-à-dire que ce qui va être réclamé, et donc toutes les compétences comportementales qu'a montré Frédéric, sont rattachées en fait à ces 3 processus de base. C'est une adaptabilité, et n'importe qui, dans son expérience de vie, peut avoir des expériences d'adaptabilité, à montrer justement. Va avoir aussi un deuxième pilier qui est la coopération. Il y a, au CNAM, 2 jours, a fait des études sur la santé au travail et a montré que quelqu'un qui n'est pas en santé au travail, c'est parce qu'en fait, il n'est plus dans un système de coopération avec les autres. Il est tout seul. Il s'enferme dans une solitude. Et la coopération est à la fois le seul truc qui a fait que l'Homo sapiens a gagné contre tous les autres, c'est qu'il a coopéré. Il a fait des choses avec les autres. Hein, il s'est organisé avec les autres. Il était poli avec les autres parce que c'est une compétence comportementale, comme disait Frédéric, pour nous de base, mais en fait un processus. Coopération, adaptabilité et conscience qui permet d'être conscient de ce qui se passe, donc d'analyser la situation, etc. Et ça, c'est pas professionnel a priori, c'est de l'expérience de vie qui est à mettre en avant. Et ça se cumule, et dans une entreprise, nous on appelle ça pas compétence, mais le savoir-y-faire. C'est-à-dire qu'en amenant ça, eh bien il va falloir savoir y faire, c'est-à-dire en situation. Et donc en situation, il va falloir résoudre des situations. Pourquoi la compétence n'est pas pour nous possédée par la personne? C'est qu'en fait, en situation, ça va dépendre des formes d'emploi, ça va dépendre des conditions de travail. Les conditions de travail dans lesquelles on va mettre la personne vont influer sur la performance qu'elle va avoir, mais aussi les ressources mises à disposition. Si on donne un boulier à quelqu'un et une machine à calculer, règle à calcul pour ceux qui de mon époque, et un ordinateur, eh bien il ne va pas réaliser les mêmes choses en fonction de l'outil qu'on va lui donner. Mais les critères de performance, il faut aller vite. Il faut aller vite. Donc là, ça va être plus compliqué pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas eu cette habitude-là. Et le mode de management, qui peut être en pression ou autre, on a tous vécu un chef qui nous a un peu mis de la pression, qui fait que d'un seul coup, on commence à faire des fautes d'orthographe. Oh, moi, j'en faisais pas avant. Donc, tu n'es pas compétent. Si, sauf que le mode de management a une influence sur ce que tu fais. Et enfin, l'environnement d'entreprise a aussi une influence très forte. Voilà. Et c'est vivre ces situations de travail qui permet de construire l'expérience de la personne. Donc après, elle va avoir des connaissances de cette expérience, et ensuite elle les amènera dans d'autres situations éventuellement, et c'est là où l'entreprise doit mettre en compétence. Si je vous dis ça, pour terminer là-dessus, c'est que les entreprises que nous rencontrons deviennent bizarrement
super intéressantes quand elles sont en pénurie, en fait. Et elles nous disent, alors, moi, je trouve plus personne. Ben, alors, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je regarde si la personne a du potentiel. Ça renvoie à ce que j'ai mis là-haut. Et puis, on le forme. Ben oui, mais c'est comme ça que ça devait être. Et il y a eu un détournement de responsabilité. Donc, en fait, tout le travail des professionnels et des médias, de la médiation de professionnels, dont vous faites partie, c'est de refaire ce lien entre l'expérience et la compétence dont l'entreprise a besoin. Et donc, ce qu'il faut discuter avec elle, c'est ce dont elle a besoin, et non pas qu'est-ce qu'elle voit chez la personne a priori, parce que ce n'est qu'une projection des objectifs qu'elle a, et ce n'est pas un possédé que la personne a de l'autre côté. J'ai fait le plus court possible. Dans le PowerPoint, vous trouverez des idées de métiers d'avenir. Bon, ce n'était pas l'objet de le développer, mais vous en avez des listes qui nous semblent intéressantes à identifier.